Si on ouvre un certain ouvrage du 19e siècle, on tombe sur une seule page qui a vraiment le pouvoir de faire complètement exploser notre conception de la vérité historique. Ah oui, complètement. C'est une page qui change tout. Parce qu'on a souvent cette illusion que l'histoire, surtout quand elle concerne des figures monumentales, c'est une ligne droite. Une ligne parfaitement claire, oui. Voilà, c'est ça. Un événement se produit, quelqu'un le grave dans la roche, et des millénaires plus tard, le message nous arrive intact. Mais la réalité est infiniment plus complexe, et surtout beaucoup plus malléable. C'est le moins qu'on puisse dire. L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'immortalité d'un des plus grands conquérants de l'Antiquité, donc Cyrus le Grand, a été fabriquée. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas été forgée par ses propres architectes. Non, pas du tout. Elle l'a été par les peuples mêmes qui l'a soumis ou ceux qui ont hérité de ses ruines, en fait. Absolument. Et le point d'entrée pour comprendre ce phénomène, c'est cette fameuse page dont tu parlais. Nous avons affaire à une source vraiment fascinante. C'est un document académique du 19e siècle intitulé « Interpretatio et Commentariae ». Et ce n'est pas juste un livre d'histoire de plus. Non, c'est bien plus que ça. Ce manuscrit ne se contente pas de relater des faits. Il agit comme un carrefour intellectuel massif. L'auteur a vraiment tenté de centraliser absolument tout le savoir disponible à son époque sur les monuments de Cyrus situés à Passargades. Passargades, qui est le berceau de l'Empire perse, pour situer un peu. Exactement, le cœur même du pouvoir achéménide. Bon, décortiquons cela. Parce que l'aspect purement visuel de ce document pose immédiatement un problème assez vertigineux, en fait. On ne parle pas d'un simple texte de gauche à droite, là. Ah non, visuellement, c'est un choc. Sur une seule et même page, l'érudit a créé une juxtaposition qui donne presque le tournis. D'abord, il y a des transcriptions de vieux perses en cunéiforme, tu sais, ces fameux clous gravés dans la pierre. Oui, l'écriture primordiale de la région. Juste en dessous de ça, on trouve du grec ancien, et juste à côté, de l'hébreu. Le tout est encadré par de longues annotations linguistiques en latin, et d'ailleurs, un détail qui a son importance, ces annotations sont imprimées dans une typographie extrêmement formelle, c'est du EB Garamond. Et ce détail typographique, ce n'est d'ailleurs pas qu'une question d'esthétique. L'utilisation du Garamond, c'est une police classique, très élégante, qui est née des idéaux de la Renaissance et des Lumières. Ça fait très ordonné, très sérieux. Voilà. Ça représente vraiment la tentative de l'esprit européen de mettre de l'ordre, d'imposer de la rationalité dans le chaos majestueux de l'Antiquité orientale. Le document encadre une puissance brute, avec la rigueur presque mathématique d'une imprimerie du 19e siècle. C'est un vrai choc culturel, à même le papier. 3 écritures radicalement différentes, 3 visions du monde, et tout ça utilisé pour raconter un seul et même homme. Et c'est précisément ce qui rend cette étude indispensable pour quiconque cherche à développer son esprit critique aujourd'hui. En lisant ce manuscrit, on intègre une mécanique redoutable. L'histoire n'est jamais un miroir plan de la réalité physique, c'est un prisme. Un prisme, c'est-à-dire... Eh bien, la lumière des événements le traverse, et ce qui en ressort est systématiquement déformé, coloré et orienté par la main de celui qui écrit. Donc, si on part du principe que le texte déforme, on pourrait logiquement se dire qu'il suffit de regarder la pierre, non ? De revenir à la source physique. Ça serait l'approche la plus logique, oui. À Passargades. Le manuscrit documente avec une grande précision 2 structures majeures. La première, c'est le fameux tombeau de Cyrus. C'est une pyramide à degrés massive surmontée d'une chambre funéraire en pierre blanche. Un monument qui imposait le respect même à ses ennemis. Tout à fait. Et la deuxième structure, c'est le pilastrale. C'est un monolithe immense situé à l'entrée des anciens palais, sur lequel est sculptée une figure protectrice, un génie pourvu de 4 ailes. Et c'est exactement ici que la notion de réalité objective s'effondre totalement. Ah oui ? Pourquoi ? Avant l'invention et la démocratisation de la photographie, comment est-ce que les érudits européens étudiaient ces pierres à des milliers de kilomètres de là ? Par des dessins ? Voilà. Ils dépendaient entièrement des croquis ramenés par des illustrateurs de terrain qui faisaient le voyage. Ce qui implique une confiance absolue dans la main et surtout dans l'œil de l'artiste. Et ce qui est fascinant ici, c'est de regarder la matrice de comparaison que l'auteur du document a construite. Il a mis côte à côte les relevés de ce fameux pilastre ailé réalisés par 2 explorateurs distincts, Eugène Flandin d'un côté et Robert Kerporter de l'autre. Oui, et là il faut qu'on s'arrête un instant, parce que je veux bien admettre qu'un dessin soit subjectif, c'est normal, mais les différences pointées par le manuscrit sont aberrantes. C'est le mot, oui. Sur la tête du génie sculpté, il y a une couronne égyptienne très complexe, la couronne Emhem.
Flandin, le premier explorateur, la dessine avec une précision chirurgicale. Il détaille parfaitement 3 sphères au sommet de cette couronne. Kerporter, lui, dessine exactement la même statue, mais il omet totalement ces sphères. Il ne les dessine pas. Attends, comment c'est neurologiquement possible en fait? Le type était planté devant le monolithe avec son carnet. Est-ce qu'on est sûr que la pierre n'était pas juste recouverte de mousse ou érodée ce jour-là? C'est une réaction très légitime, on a envie de trouver une cause matérielle. Mais les historiens de l'art ont prouvé que ce n'est pas du tout un problème de météo ou d'érosion de la pierre, c'est un phénomène cognitif bien connu qu'on appelle le traitement descendant ou le top-down processing. Le top-down processing. Oui. En fait, le cerveau de Kerporter, qui a été éduqué dans la pure tradition artistique britannique, cherchait désespérément des repères familiers face à cette sculpture. L'œil humain ne fonctionne pas comme l'objectif d'un appareil photo qui absorbe passivement la lumière. Il ne fait pas qu'enregistrer. Exactement. Il construit activement l'image. Confronté à une couronne égyptienne qui était totalement étrangère à sa base de données visuelles personnelles, le cerveau de Kerporter a simplement perçu du bruit visuel. Et il l'a filtré. Il n'a pas vu les sphères, donc il ne les a tout simplement pas dessinées. Donc son cerveau a littéralement effacé un morceau d'histoire ancienne parce qu'il ne savait pas dans quelle case le ranger. C'est faux. Et le manuscrit note que ça s'applique à tout le reste. Ah mais c'est flagrant sur l'ensemble de l'œuvre. Sur les ailes du génie, par exemple. Flandin voit une structure étagée, presque architecturale dans le plumage. Kerporter, lui, reproduit un motif rigide, lourd et dense. Même la fluidité des drapés perses et les franges de la robe sont interprétées de manière totalement contradictoire. Chacun y projette ses propres codes. En fait, pour utiliser une analogie un peu moderne, ces explorateurs, c'étaient les premiers filtres Instagram de l'histoire. Ils appliquaient inconsciemment un filtre d'esthétique européen sur une réalité orientale qu'ils ne comprenaient pas complètement. L'analogie est redoutablement précise. Ils lissaient l'inconnu pour le rendre digeste à leurs contemporains. Mais si le cerveau humain peut modifier les détails d'une couronne d'un simple coup de crayon inconscient, il y avait un élément à Pasargade qui, lui, était conçu pour traverser absolument tous les filtres. Et c'est quoi exactement? Le langage symbolique de la violence d'État. Oui, l'iconographie du pouvoir achéménide. C'est vrai que c'est difficile de passer à côté. Le manuscrit reproduit dans ses marges un motif récurrent trouvé sur les ruines. C'est l'image d'un lion gigantesque en train de planter ses crocs dans le dos d'un taureau. Un motif très célèbre. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est juste une scène de chasse un peu brutale ou une sorte de logo agressif pour intimider les visiteurs à l'entrée du palais. Ce serait une lecture très superficielle. C'est infiniment plus stratégique que cela en réalité. C'est carrément un traité de cosmologie politique gravé dans le marbre. Carrément de la cosmologie politique. Oui. Dans la grammaire visuelle du Proche-Orient ancien, le lion incarne le soleil, l'autorité absolue, mais surtout le zénith, l'équinoxe de printemps. C'est la force qui ramène la lumière après l'hiver. Le taureau, à l'inverse, symbolise les forces chtoniennes. Et par force chtonienne, on ne parle pas juste de choses qui vivent sous la terre. Non, on parle des puissances telluriques indomptables, le chaos primordial, l'hiver rigoureux qui tue les récoltes, les tremblements de terre, bref, tout ce qui échappe au contrôle humain. D'accord, je vois. Donc, quand Cyrus fait graver un lion dévorant un taureau sur ses palais, il ne dit pas « je suis un grand chasseur ». Il déclare ouvertement « je suis l'ordre cosmique qui subjugue le chaos naturel ». Ah oui, c'est un message très fort. C'est une justification métaphysique de son absolutisme. Il n'y a pas d'alternative à son règne, tout comme il n'y a pas d'alternative au retour du printemps. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette brutalité visuelle, cette autorité cosmique, elle trouve son équivalent exact dans le texte. C'est la première des fameuses 3 voix qui sont compilées sur la page du manuscrit, l'inscription originale en vieux perse. La fameuse inscription cunéiforme. Voilà. L'auteur du 19e siècle nous en donne la traduction latine « Ego sum Cyrus rex Achéménide », ce qui donne en français tout simplement « Je suis Cyrus, le roi, l'Achéménide ». C'est d'une simplicité désarmante. Là, la brièveté de cette pierre est presque arrogante. Et cette brièveté s'explique par la nature même de son pouvoir. Cyrus est le fondateur. Il n'a pas besoin de justifier son règne par une mythologie complexe ou par l'approbation du peuple. La pierre ne discute pas, en fait. Elle constate. C'est une simple affirmation d'existence. Exactement. L'inscription agit comme une borne géospatiale. Elle dit « cette terre m'appartient, point final ». La fonction de cette écriture n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais de matérialiser l'emprise du roi sur l'espace physique. Mais l'histoire a horreur du vide, on le sait, et surtout du silence.
Que se passe-t-il quand cet empire réputé invincible finit par s'effondrer? Quand Alexandre le Grand déferle sur la Perse et que ses propres historiens se retrouvent physiquement face à ce tombeau monumental? Eh bien, c'est là qu'on tourne la page du livre pour découvrir la deuxième voie, le gigantesque rebranding grec, si on peut l'appeler comme ça. Les Grecs ont réécrit l'histoire. Les Grecs, victorieux, vont opérer une transformation psychologique absolument fascinante. Le document rapporte les écrits d'Aristobule, un historien qui accompagnait Alexandre le Grand. Il prétend traduire l'inscription du tombeau de Cyrus. Mais voici ce que ça donne dans sa version. Vas-y. Il écrit « Ô homme, je suis Cyrus, fils de Cambyse, qui a fondé l'empire des Perses et régné sur l'Asie. Ne m'envie donc pas ce monument. » Attends. Ne m'envie donc pas ce monument raté. On passe d'un conquérant implacable qui dit juste « je suis le roi » à un spectre dépressif qui donne des leçons de morale sur la vanité de la vie. Est-ce qu'Aristobule a simplement inventé cette phrase de toute pièce? Parce que il est impossible qu'une inscription perse officielle contienne ce genre d'apitoiement. Si nous relions cela à une vision plus globale de la philosophie grecque, l'invention devient non seulement plausible, mais elle devient même nécessaire. Nécessaire? Comment ça? Les Grecs avaient un immense complexe vis-à-vis de l'Antiquité et de l'immensité de l'Empire perse. Mais pour eux, la force martiale pure, cette brutalité dont on parlait, s'était perçue comme barbare. Un vrai grand homme, selon les standards hellénistiques, devait nécessairement posséder une dimension tragique. Il fallait de la profondeur psychologique. C'est ça. Il devait être conscient de l'hybris, cette fameuse démesure qui mène inévitablement à la chute. En prêtant ces noms mélancoliques à Cyrus, les Grecs neutralisent la terreur qu'il inspirait jadis. Ils transforment le despote oriental en un roi philosophe méditant sur la futilité du matérialisme. C'est brillant. Oui, ça rend son héritage compatible avec la psyché de leur propre philosophe stoïcien. Le manuscrit latin souligne d'ailleurs un autre détail hallucinant à ce sujet. Il analyse l'épigramme d'Onésicrite, qui est un autre auteur grec. Le texte grec dit simplement « Ici je repose, Cyrus, roi des rois ». Mais l'érudit du XIXe siècle démontre que dans la version originale, cette phrase est composée en employant un hexamètre dactylique. Le fameux hexamètre. Pour faire simple, comment fonctionne cette métrique pour ceux qui ne sont pas familiers? C'est le rythme précis de la poésie épique. C'est la rythmique exacte qui est utilisée par Homère dans l'Iliade. L'hexamètre, avec son alternance très spécifique de syllabes longues et courtes, induit immédiatement une noblesse musicale, une sorte de dimension légendaire dans l'esprit du lecteur grec. Exactement. C'est l'équivalent de prendre le discours brut d'un dictateur étranger et d'y superposer la bande originale la plus héroïque et la plus familière de votre propre culture. C'est ça, oui. En utilisant l'hexamètre tout en gardant le titre très perse de roi des rois, la littérature grecque fusionne deux univers qui étaient au départ totalement incompatibles. C'est probablement l'une des campagnes de relations publiques les plus sophistiquées de l'Antiquité. Les vainqueurs confisquent le mythe de leur pire ennemi pour le conformer à leur propre esthétique poétique. Et c'est une dynamique de pouvoir classique de la part d'un peuple victorieux d'absorber le vaincu. Mais le manuscrit nous réserve une dernière surprise monumentale. La troisième section. Oui, car si les Grecs ont réécrit Cyrus parce qu'ils l'avaient vaincu militairement, comment est-ce qu'un peuple qui a été conquis, un peuple qui était sous le joug babylonien avant que Cyrus n'arrive pour prendre la ville, va-t-il rationaliser l'écrasante puissance de ce roi perse? Ce qui nous propulse donc vers la troisième section de la page de notre manuscrit, l'apparition du script hébreu, la voix biblique. Et là, le changement de paradigme est total. Complètement total. En lisant cela, il est d'ailleurs frappant de voir à quel point les traductions historiques sont saturées de politique et de théologie différentes. Évidemment, on précise bien qu'on observe ce document strictement comme un miroir psychologique et historique. Notre but ici n'est pas du tout de valider la cosmologie perse ou la théologie biblique, mais d'analyser purement la mécanique des textes. Bien sûr, c'est une analyse textuelle avant tout. Et le contraste est stupéfiant. Le compilateur latin extrait un passage très crucial du livre d'Esdras, qu'on appelle souvent l'édit de restauration. On y lit ceci. « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Parce qu'on vient encore une fois de changer d'univers. On n'est plus ni dans le vieux perse factuel, ni dans l'épique grec. Cela signifie la disparition pure et simple du libre arbitre du conquérant. Ah, oui. Il n'a plus de volonté propre. C'est exactement ça. Dans l'inscription vieux perse d'origine, l'agence appartenait entièrement à Cyrus. Il était le point d'origine absolu de son propre pouvoir. Dans ce récit biblique, cette agence lui est retirée avec une efficacité chirurgicale.
Il n'est plus le fondateur orgueilleux, il n'est plus non plus le philosophe mélancolique des Grecs. Il devient quoi alors? Il devient un vase, un simple exécutant logistique. Un outil de chantier divin en quelque sorte. C'est tout à fait le concept. La théologie judéenne de l'époque devait absolument expliquer comment un roi païen, un roi étranger, avait pu devenir leur libérateur, celui qui allait mettre fin à leur exil à Babylone et permettre la reconstruction de leur temple. Ça devait être un énorme choc géopolitique à rationaliser. Énorme. Et la seule façon d'intégrer un tel bouleversement dans leur cadre de croyance stricte, c'était de subordonner totalement la volonté de ce roi perse invincible à celle de leur propre Dieu. La gloire des conquêtes de Cyrus n'est plus du tout le fruit de son génie militaire, c'est simplement le décor nécessaire pour accomplir une prophétie qui ne le concerne même pas directement en tant qu'individu. C'est fou de réaliser ça. Ce qui exige une véritable gymnastique intellectuelle quand on a les 3 textes sous les yeux. En tournant littéralement une seule page de cette compilation du 19e siècle, le même homme historique mute sous nos yeux. Il passe du chef de guerre factuel, très laconique, qui impose l'ordre par l'épée, à l'intellectuel désabusé, qui disserte en alexandrin grec, pour finalement atterrir dans le costume du messager docile ordonné par une divinité étrangère. C'est une métamorphose complète. Et le génie de ce manuscrit, c'est de nous prouver que pour les sociétés qui les ont rédigées, toutes ces versions étaient absolument et simultanément vraies. Et cela nous amène à la leçon d'humilité la plus importante qu'on peut tirer de toutes ces sources. Le pilastre ailé, le tombeau à degrés, les pierres, les statues, bref, l'architecture physique s'érode inévitablement face au temps. L'immortalité factuelle n'existait pas vraiment. La pierre finit toujours par s'effriter. Toujours. Ce qui a véritablement sauvé Cyrus de l'oubli total, ce ne sont pas ces maçons. C'est le travail minutieux, presque obsessionnel, d'érudits des siècles plus tard qui ont patiemment aggloméré ces éclats d'histoire totalement contradictoires pour créer un pont jusqu'à nous. L'histoire n'a pas survécu par sa pureté, mais par sa multiplicité. C'est un concept extrêmement puissant. La survie d'un héritage ne dépend pas de ce qu'on bâtit, mais de la diversité des peuples qui acceptent de s'en emparer et de le raconter, même en le déformant, hein. Surtout en le déformant, j'ai envie de dire. Et c'est une grille de lecture incroyablement pertinente pour quiconque essaye de décrypter le flux d'informations aujourd'hui. Face à un événement mondial majeur ou au discours d'un leader clivant, l'exercice consiste à s'arrêter et à chercher les différentes strates. Toujours chercher les strates. Il faut identifier où se cache la voie factuelle perse, où se trouve le regranding intellectuel grec, et quelle est la réécriture idéologique ou biblique. Parce que chaque chaîne d'information, chaque plateforme numérique applique son propre filtre culturel et neurologique pour restructurer la réalité à son avantage. Cela soulève une question importante, et franchement inquiétante sur l'avenir de notre propre mémoire collective. Laquelle ? Eh bien, si l'identité d'un dirigeant antique a pu être fragmentée en 3 mythes aussi parfaits et hermétiques à une époque où l'information mettait des mois à voyager à dos de cheval, il faut s'imaginer l'ampleur du phénomène à notre ère numérique. Ah oui, avec la vitesse d'aujourd'hui ? À la seconde même où nous parlons, des algorithmes et des chambres d'écho cloisonnées gravent pour l'éternité des millions de versions totalement inconciliables de notre réalité immédiate. Si un érudit tente de compiler nos textes dans 2000 ans, réussira-t-il seulement à trouver une page assez grande pour contenir toutes nos contradictions, ou ne verra-t-il qu'un chaos indéchiffrable ?